On a bâti sa forteresse, on a appris à dire non, à protéger sa nouvelle identité des critiques extérieures, et puis, le silence se fait enfin. Mais dans ce silence, une autre voix émerge, plus discrète, mais infiniment plus redoutable. La voix intérieure. Celle qui murmure « Tu n'es qu'un imposteur, tu vas tout gâcher ». Et cette voix, la source du jour, lui donne un nom qui, je trouve, en dit long, le boss final. C'est le critique intérieur, ce saboteur silencieux qui se cache à l'intérieur même des murs qu'on vient de construire. On pense être en sécurité, et en fait, l'attaque vient de l'intérieur. Aujourd'hui, on part en mission. Notre guide, la 55e édition de la newsletter Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Notre objectif, démasquer ce fameux boss final, comprendre ses tactiques et surtout trouver la faille dans son armure. C'est une exploration en profondeur de notre propre psyché. Et pour celles et ceux qui veulent poursuivre cette discussion, le club Success Mindset Goals est accessible gratuitement. C'est vraiment une ressource précieuse pour aller plus loin. Alors, commençons l'enquête. Ce saboteur, ce fantôme de notre ancienne identité, comme le décrit le texte, d'où vient-il exactement? Il semble toujours savoir où frapper. Juste après un succès, on entend ce « tu aurais pu faire mieux ». Face à un nouveau projet, c'est le fameux « qui es-tu pour prétendre à ça ?» C'est d'une précision chirurgicale. C'est là que se trouve le premier retournement de situation de notre enquête. On pense que c'est une force malveillante, mais l'auteur nous propose une perspective radicalement différente. Ce n'est pas un mécanisme de nuisance, mais un mécanisme de protection, un système de sécurité archaïque et complètement dépassé. Ah oui, Son but n'est pas de nous faire du mal, mais de nous garder en sécurité dans ce qui est connu, même si ce connu est un échec ou une situation inconfortable. attendez, ça change tout. Parce que si ce n'est pas un juge malveillant, mais une partie de nous qui a peur, alors la stratégie n'est plus de le faire taire à tout prix. Non, pas du tout. C'est peut-être de le rassurer. C'est un dialogue complètement différent qui s'installe. Ça veut dire que cette voix n'essaie pas de me détruire, elle essaye maladroitement de me protéger d'un succès potentiel qu'elle perçoit comme un danger. Exactement. C'est presque... C'est presque touchant d'une certaine manière. C'est ça. C'est pourquoi le texte utilise l'image d'un gardien effrayé plutôt que d'un juge impitoyable. Ce gardien, il a peur de l'inconnu que représente notre nouvelle identité, nos nouvelles ambitions. Et pour nous ramener dans la zone de confort qu'il connaît, il utilise nos propres munitions contre nous. Il appuie sur le bouton du perfectionnisme, il active le syndrome de l'imposteur, il nous rappelle nos peurs les plus profondes, il connaît nos failles par cœur. Ce qui nous amène à une question que pose l'auteur et qui est redoutable d'efficacité pour commencer ce travail d'identification. Quelle est la phrase fétiche de votre critique intérieure? Simplement se poser la question, c'est déjà commencer à l'observer de l'extérieur. Oui, c'est l'étape cruciale. Identifier le disque rayé. Pour certains, ce sera « ce n'est pas pour toi ». Pour d'autres, « tu n'es pas assez ». Ou ça va finir par se voir que tu n'es pas à la hauteur. Mettre le doigt dessus, c'est la première étape pour lui enlever son pouvoir. D'accord, on a donc identifié ce gardien un peu paniqué, mais au-delà du simple fait de se sentir mieux, pourquoi est-ce si fondamental de maîtriser ce dialogue interne? La newsletter est très claire. On peut avoir la meilleure voiture de course du monde, si le pilote a le pied sur le frein, on ne gagnera jamais. C'est la clé qui ouvre plusieurs portes essentielles. La première, c'est celle du deep work, ce fameux état de concentration intense et productive. On passe notre temps à essayer d'éliminer les distractions externes. Les notifications, le bruit, voilà. Mais Romuald Tranchot souligne que la distraction la plus dévastatrice, elle est interne. C'est ce bruit de fond constant, ce Gérard qui commente tout ce qu'on fait. Impossible d'atteindre une concentration profonde avec ce dialogue incessant. Je vois très bien. C'est le plus insidieux, car on ne peut pas juste mettre son cerveau en mode avion. Et au-delà de la productivité pure, j'imagine que maîtriser cette voie, c'est la clé pour vraiment croire à sa propre transformation, non? Pour que le changement d'identité ne soit pas juste une façade. C'est exactement le deuxième niveau. On peut se répéter « je suis cette nouvelle personne », mais tant que la voix intérieure rétorque « non, tu es un imposteur, je sais qui tu es vraiment », Le changement reste fragile. exactement, il reste incomplet. Maîtriser ce dialogue, c'est l'étape finale de l'appropriation. C'est ce que la source appelle l'auto-validation. C'est le moment où l'on signe et l'on tamponne soi-même son nouveau passeport identitaire. D'accord, l'auto-validation. Mais est-ce que ça ne risque pas de devenir une nouvelle quête de performance, juste
tourné vers l'intérieur, une lutte sans fin pour se prouver à soi-même qu'on est à la hauteur. Où est la place pour la sérénité dans tout ça? C'est une excellente question et elle nous amène au troisième enjeu qui est peut-être le plus profond. L'objectif final n'est pas seulement le succès, mais la paix dans la poursuite du succès. Il s'agit de pouvoir avancer vers ces objectifs sans être en guerre permanente avec soi-même. Le texte donne un exemple de dialogue qui illustre parfaitement ce passage. Oui, cet exemple m'a beaucoup parlé. Le critique attaque frontalement. Ton changement de cap est ridicule, tu vas encore échouer. C'est une déclaration de guerre, un jugement de valeur définitif. Et la maîtrise de soi, la nouvelle voix, répond quelque chose comme « Merci de t'inquiéter pour ma sécurité ». Ce que tu vois comme un échec potentiel est en fait une hypothèse que je teste, basée sur de nouvelles données. Ah oui, c'est puissant. On voit bien le changement radical de posture. On passe d'un tribunal à un laboratoire. On reconnaît l'émotion de peur derrière la critique, on la valide presque. Puis on recadre la situation sur des faits objectifs. Ce n'est plus un drame personnel, c'est une expérience. C'est là que ça devient vraiment concret. Et heureusement, la newsletter ne s'arrête pas au diagnostic. Elle propose un plan d'action très clair en 4 étapes pour, je cite, « reprendre le micro ». La première est presque déconcertante de simplicité, il faut nommer son critique. Oui, lui donner un nom, de préférence un peu ridicule. Le texte suggère Gérard ou Grincheux. Ça peut paraître gadget, mais psychologiquement c'est très puissant. Le simple fait de pouvoir dire « Ah tiens, c'est encore Gérard qui s'inquiète » crée une distance immédiate. Ce n'est plus la vérité qui sort de ma tête, c'est l'opinion de Gérard. C'est ça, on externalise le problème. Voilà. Le mien s'appellerait probablement Jean-Michel Reloux. Et c'est vrai, le simple fait de le dire, ça dédramatise complètement la situation. C'est brillant. Alors, une fois qu'on a baptisé Jean-Michel, quelle est la suite? L'étape 2 découle logiquement de la première. Observer. C'est le principe de la diffusion en pleine conscience. Maintenant que Gérard ou Jean-Michel est identifié comme une entité distincte, on peut observer ses pensées sans y adhérer. D'accord. L'idée n'est ni de le combattre, ni de le croire. Juste de le regarder passer, comme un nuage dans le ciel ou une voiture sur la route. Le but n'est pas la suppression, qui est une lutte épuisante, mais l'observation détachée. Gérard a le droit de parler, mais on n'est pas obligé de monter dans sa voiture. On n'est pas le nuage, on est le ciel qu'il contient. J'aime beaucoup cette image. Donc on nomme, on observe, et la troisième étape nous fait passer à l'action. Questionner. Exactement. Là, on s'inspire du Work de Byron Katie. Face à une pensée négative typique de notre critique, par exemple « je suis un imposteur », on se pose 2 questions fondamentales. La première, est-ce que cette pensée est 100% vraie? Et la simple recherche de cette certitude absolue la fait souvent s'effondrer. On trouve toujours un contre-exemple, une nuance. La réponse est presque toujours non. C'est un excellent pied de biche pour commencer à déceler la certitude. Et la deuxième question? La deuxième est encore plus libératrice. Qui serais-je et que ferais-je si je n'avais pas cette pensée? Oh, waouh! Cette question est magique. Elle nous oblige à nous projeter dans une réalité où le problème n'existe plus. Elle nous montre concrètement tout ce que cette pensée nous coûte, tout ce qu'elle nous empêche d'être et de faire. C'est comme ouvrir les volets dans une poisse sombre. On voit soudainement toutes les possibilités. C'est exactement ça. Et après avoir ouvert ces volets, il ne faut pas laisser la pièce vide. Ce qui nous amène à la 4e et dernière étape. Remplacer. C'est ça. On ne laisse pas un vide, car le critique adore les vides. On remplace activement son jugement parce que la source appelle l'autocompassion. Et attention, ce n'est pas de la pensée positive forcée, du genre « je suis le meilleur ». C'est beaucoup plus subtil et authentique. Alors c'est quoi concrètement? Il s'agit de se parler comme on parlerait à un ami cher qui traverse une difficulté. Le processus se fait en 2 temps. D'abord, on valide l'émotion sans jugement. « Ok, je vois que c'est dur en ce moment. C'est normal de sentir comme ça. » On reconnaît la difficulté. Voilà. Puis, dans un second temps, on se rappelle des preuves factuelles de ses capacités passées. Mais je me souviens aussi que tu as déjà surmonté telle ou telle épreuve. Tu as les ressources en toi. On ancre le discours dans la réalité de nos accomplissements passés, même les plus petits. Cette idée de remplacer le jugement par la compassion semble vraiment être le cœur de la stratégie. D'ailleurs, la newsletter y consacre sa recommandation de lecture, le livre « S'aimer » de Christine Neff. Oui. Et la distinction que fait l'auteur entre l'estime de soi et l'autocompassion est à mon sens capitale pour comprendre la résilience mentale. On nous parle sans cesse de l'estime de soi, mais le texte souligne sa grande fragilité. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle est conditionnelle. Elle dépend de nos succès, de la validation externe, de notre performance. Donc, l'estime de soi, c'est ce qu'on ressent quand on gagne. Et l'autocompassion, c'est la ressource qu'on a quand on perd. C'est une excellente analogie. L'une est un trophée, l'autre est une trousse de premier secours.
C'est exactement ça. L'estime de soi dit « je m'estime si je réussis ». Elle s'effondre à la première erreur. L'autocompassion, elle, est inconditionnelle. Elle dit « c'est difficile, tu as fait une erreur, et c'est humain. Comment puis-je t'aider à traverser ça ?» Elle est là dans les moments difficiles. C'est pour ça qu'elle est qualifiée de blindage mental le plus résilient qui soit. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force intérieure inépuisable. Et comment se cultive cette force? Le livre de Christine Neff repose apparemment sur 3 piliers. Oui, 3 piliers très concrets. Le premier, c'est la bienveillance envers soi-même, qui remplace l'auto-jugement. C'est le simple fait de choisir d'être doux avec soi-même, surtout quand ça va mal. Le deuxième, c'est la reconnaissance de notre humanité commune. C'est une idée très puissante. L'échec, la souffrance, l'imperfection ne sont pas des anomalies personnelles, mais une partie de l'expérience humaine partagée par tous. C'est qui combat directement ce sentiment d'isolement que le critique adore créer. « il n'y a que moi qui suis nul à ce point ». Précisément, se rappeler que tout le monde souffre et échoue, c'est se reconnecter aux autres et briser la honte. Et le troisième pilier, c'est la pleine conscience. C'est cette capacité, qu'on a déjà évoquée, à observer ses pensées et émotions douloureuses sans se suridentifier à elles. On ressent de la tristesse, mais on ne devient pas la tristesse. On maintient cette perspective d'observateur. C'est un système complet. C'est un système complet qui mène à cette très belle conclusion d'Al Jassouf. Vous avez bâti les murs, il est temps de faire la paix à l'intérieur des murs. Alors, si on devait tout rassembler, que retenir de cette exploration? Le point qui me semble le plus crucial, c'est peut-être ce changement de paradigme. Ce critique intérieur n'est pas un ennemi à abattre. Tenter de le tuer, c'est s'attaquer à une partie de soi-même. C'est une guerre civile perdue d'avance. Tout à fait. Il faut plutôt le voir comme un passager effrayé à qui il faut gentiment, mais fermement, retirer le volant. J'aime beaucoup une phrase de la conclusion du texte qui résume tout. Ce critique n'est pas le boss final parce qu'il est particulièrement fort, mais parce qu'il est incroyablement proche. Ah, c'est intéressant ça. C'est sa proximité, son accès direct à notre système de pensée qui lui donne son pouvoir. La stratégie n'est donc pas la confrontation, mais la diffusion, le recadrage et la compassion. Ce qui nous amène à l'invitation à l'action qui termine la newsletter. Ce n'est pas une formule compliquée, c'est un changement d'habitude simple. N'écoutez pas votre critique, parlez-vous. Avec compassion. Oui, avec compassion. Et le texte nous laisse avec une question puissante à se poser peut-être chaque matin pour orienter sa journée. Une question qui résume tout l'enjeu de ce dialogue intérieur. Quelle est la vraie voix que je vais choisir d'écouter aujourd'hui? Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse approfondie. En attendant, n'hésitez pas à rejoindre le club Success Mindset Goals pour continuer la discussion. C'est gratuit et c'est le prolongement idéal de ces réflexions. À très bientôt.